Salut les geeks! Aujourd'hui, on vous propose une petite incursion dans l'univers légende, histoire de changer un petit peu de la Haute République, en attendant nos premières critiques de la phase 2 qui ne saurait tarder. Hein. Il faut aller relancer Anaïs pour qu'elle se dépêche de finir Convergence. Parce que je l'attends! J'ai envie d'en discuter! Pas de pression! Non, à peine, tout petit peu. Et donc aujourd'hui, on va vous parler du roman Kenobi de John Jackson Miller. Alors, il est connu donc, dans l'univers légende pour ses romans Chevalier errant et la série Lost Tribe of the Sith, qui est inédite en VF. C'est une petite série de e-novella. Qui ont été ensuite republiés sous forme d'un recueil, un gros volume papier, qui retrace donc la Lost Tribe, la tribu perdue des Sith qu'on a pu découvrir dans Le Destin des Jedi, l'une des dernières séries publiées dans l'univers légende avec Luke, Han et Leia. Et John Jackson Miller, c'est aussi l'auteur de La bête noire absolue de Céline. J'ai nommé Une nouvelle aube, qui lui est un roman canon. Racontant entre autres la rencontre entre nos chers Kanan et Hera, un roman que Pocket conseille d'ailleurs comme prélude à la série Ahsoka. Alors étant donné qu'on est presque à la moitié de la saison, c'est un petit peu dommage de vous en parler maintenant, mais on était censé enregistrer bien avant, on a juste eu des petits soucis. Donc de la série Ahsoka avec le roman du même nom et la première trilogie Throne dans le canon. Voilà, donc Throne Alliance et Throne Trahison. Très bonne trilogie de Timothy Zahn, forcément The Master himself. Et donc moi je vous conseille les trois, mais je vous conseille pas Une nouvelle aube. Voilà, parce que c'est mon premier bouquin canon et que il est toujours en cours. Parce que il est quelque part dans ma tête de nuit, mais il a jamais été terminé. Entre-temps, tu l'as lu. Ouais, moi je l'ai lu. J'ai lu le tien d'ailleurs en plus. Mais ouais, c'était pas foufou. Moi, j'ai pas aimé la caractérisation de Kanan et Hera dedans. Enfin, pour moi c'est ni fait ni à faire. Mais après, il y a des gens qui l'ont adoré. Donc oui. Voilà, je pense que des fois je suis très critique sur des bouquins et pas assez grand public. Mais voilà, après, voilà, c'est qui tout doux, où vous allez aimer, où vous allez détester, où vous allez vraiment, vraiment détester comme Céline. Mais ceci dit, j'en veux pas à John Jackson Miller, parce que je me suis quand même attaquée à Kenobi. Aussi parce que Pocket nous a fait la surprise de nous le mettre sur Lizzie en livre audio avec la voix de Bruno Schowell, donc le doubleur officiel de Obi-Wan Kenobi. Et que forcément, ça m'a un petit peu tenté. Qui ça va pas tenter, hein. Concrètement, quand il y a eu l'annonce, il va être raconté. Enfin, au départ, on va mettre le roman Kenobi. Ouais, bon, raconté par Bruno Schowell. Intéressant. Et du coup, c'est vrai que voilà, ça fait partie du petit plus qui fait que tu te dis, ok, je vais l'écouter en audio-livre plutôt que le lire en normal entre guillemets. Voilà. Donc, on va lever le doute tout de suite. Non pas sur Bruno Schowell, hein, c'est bien lui qui raconte l'histoire, mais sur les événements qui sont relatés dans ce roman, parce que ça a absolument rien à voir avec la série Obi-Wan, hein, qu'on soit d'accord. Le roman Légende, il est paru, c'est un des tout derniers Légendes, donc il est paru, je crois, en 2013. Donc vraiment, le rachat était déjà acté, mais il restait encore des choses en production, alors que la série date de 2022 et c'est dans le canon. Donc vraiment deux choses différentes. Ceci étant dit, on sait que Deborah Shaw, donc la réalisatrice de la série, a quand même lu le roman pour s'imprégner un peu de l'atmosphère et il s'en est inspiré pour donner aussi le ton à sa série et ça se sent dans certaines choses, notamment dans les scènes de la vie quotidienne. Hein. On sent qu'il y a il a presque transposé ce qui se passait dans le roman, du moins en termes d'ambiance, pas en termes de d'événements, ouais. Voilà, tout à fait. Et sur Tatooine, voilà. précisons. Oui, oui.
Oui, bah oui, sur la partie facile, effectivement. Oui, ça paraît... Voilà. Donc, Ziz est paru en 2013 chez Del Rey, donc ça c'est la publication VO, et chez Pocket en 2015, et c'est une traduction de Sandy Julien, à qui on doit notamment la traduction de tous les romans adultes de la Haute République. Voilà. Oui, je reviens toujours à la Haute République, mais voilà. Donc tu as parlé du fait qu'il était sorti chez Lizzie, effectivement. On rappelle que les audiobooks, alors ça peut vous paraître cher parce que c'est 25 € je crois à l'achat, l'audiolivre, mais il y a pas mal de formules d'abonnement. Que ça soit par Audible, donc Amazon, où vous avez Kobo, donc Kobo Fnac. Il y a aussi Lizzie, je crois, qui fait même un abonnement. Enfin, il y a pas mal de plateformes qui permettent des abonnements à genre 10 € par mois. 10 €, c'est un crédit audiolivre. Donc ça vous fait un audiolivre par mois. Et généralement, en plus, le premier mois est gratuit. Donc si vous faites une première inscription, vous avez Kenobi gratuitement. Voilà, donc c'est le petit aparté pour essayer de motiver peut-être à l'écoute des audiolivres. C'est très intéressé derrière. Pourquoi ? Parce que on a eu, je reviens à la Haute République, je suis désolée, après j'arrête, promis. On a eu un audiodrama dans la Haute République, dans la phase 1, qui s'appelle Maître Tempête. Donc un audiodrama par rapport à un audiolivre, on est donc sur une pièce de théâtre radiophonique. Je vous renvoie à ce qu'on a pu faire, parce qu'on en a déjà parlé un peu en long, en large et en travers, donc je vous renvoie à nos différentes émissions. L'idée, c'est qu'en fait, par rapport à un audiolivre, il y a un coût de production qui est beaucoup plus important. Et malheureusement, Lizzie n'est pas vraiment rentrée dans ses frais sur Maître Tempête, ce qui fait que pour l'instant, ils hésitent grandement à traduire, à réaliser en fait la traduction française de l'audiodrama de la phase 2 de la Haute République, Battle for Jeddah. Ce qui serait dommage pour les francophones qui ne sont pas anglophones, du coup, qui ne peuvent pas audio-lire l'audiodrama, ou enfin écouter, puisque du coup c'est pas ou lire le script, parce que le script est aussi sorti en format papier. Donc voilà, donc plus vous allez donner des sous à Lizzie, et plus on sera susceptible d'avoir The Battle of Jeddah en français. Voilà, je referme la parenthèse Haute République, promis, j'en parle plus. Vous avez le droit de me jeter des cailloux, des tomates, si je l'ouvre encore sur cette émission. Sur cette émission, parce que vous m'entendrez encore en parler. Oui, parce que dans les émissions de la Haute République, c'est permis quand même, rassure-moi. Ah ben, j'espère, parce que sinon c'est un petit peu dur, quoi. Ça va être ni oui ni non de la Haute République, tu sais ça. C'est ça. Ça fait burger quiz un peu. Ah voilà, le burger Haute République. Exactement. Du coup, on va parler de Kenobi quand même, parce qu'on est là pour ça. Donc, si on se rappelle. Voilà, on va essayer d'être un petit peu non spoiler sur le départ, et puis on vous dira quand on va plonger vraiment dans le spoiler. Donc pour vous donner une idée un petit peu de ce roman, alors il a été vendu comme étant un crossover romance, western, à gros enjeux, etc. Bon, clairement, on a fait un peu monter la sauce sur un roman qui est pas tout à fait ça. On va suivre Obi-Wan à son arrivée sur Tatooine, donc ses débuts sur cette planète qu'il avait pas remis les pieds depuis un certain nombre d'années, son adaptation à la vie dans la bordure extérieure, donc qui est quand même très 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 éloigné de ce qu'il a pu vivre en tant que Jedi, notamment au temple de Coruscant, donc vraiment très loin de sa vie d'avant. Donc c'est une sorte de réinsertion dans la vie normale quelque part. Il faut pas s'attendre non plus à le voir beaucoup. Le roman s'appelle Kenobi, mais Kenobi n'est pas franchement le personnage principal. Il est toujours présent en arrière-plan dans les pensées des autres, etc. Mais le roman fait quand même énormément la part belle à la vie des colons de Tatooine. Donc c'est là on en revient aux scènes de la vie quotidienne de la série Obi-Wan. On est vraiment là-dedans, on est dans le quotidien des colons, et John Jackson Miller, il va nous montrer des tranches de vie qui vont être très très loin des préoccupations liées à la guerre des clones, loin de ce qui se peut jouer dans la galaxie, plus vers le noyau, la bordure médiane, etc. Et puis des jeux de pouvoir du
du Sénat, hein. On est dans le quotidien de Monsieur et Madame tout le monde. Enfin, pas tout à fait, parce qu'on est quand même sur les colons de Tatooine qu'on vit quand même, qui est pas simple. Mais voilà, on est dans ce côté, on est très loin de l'Empire, on est très loin de la République, on est très loin des Jedi, on est chez Monsieur et Madame tout le monde, et ça fait écho un petit peu à ce qui se passe dans ce qu'on peut voir plutôt dans Andorre, notamment. Oui, on a une ambiance vraiment de western, hein, western spaghetti, j'ai même envie de te dire. Hein. Il manquait Ennio Morricone. Ah ouais, exactement. Je pense que vous pouvez écouter Ennio Morricone en fond si vous n'écoutez pas en audiolivre. Il y a vraiment tous les codes du western. Donc bon, on retrouve comme dans Boba Fett les Tusken dans le rôle de l'Amérindien qui va aller embêter les colons, mais qui sont quand même un peu plus complexes que ça. Donc je pense que c'est un des bons points d'ailleurs du livre, hein, parce que on va même avoir des scènes d'un point de vue Tusken. Donc on va vraiment être au plus proche de ce qu'on peut avoir dans Star Wars des Tusken, à part Boba Fett, quoi. On a le côté survie en milieu hostile. J'avais fait une petite liste, voilà. On a les Dewback, les Bantha, les Sarlacc, le Dragon Crate, enfin tout, quoi, tout le bestiaire de Tatooine. Tu me disais, il y avait aussi les Éopis. Éopis, ouais, exactement. Donc le bestiaire de Tatooine et les éléments, quoi, en fait. Finalement, le désert implacable, l'eau qui est une ressource hyper précieuse, le côté un peu les colons qui doivent se serrer les coudes parce que mais ils sont dans un milieu hostile. Voilà, on vraiment cette hostilité de l'extérieur, elle est hyper mise en lumière. Et justement, en fait, on a ce côté, ça fait, pour rester dans le côté western, on a ce côté vraiment petite communauté avec, en fait, il y a la petite ville, l'oasis de Pika, avec différentes, qui s'organisent surtout autour de la concession de Danar, qui est on va dire le magasin général slash saloon slash auberge, enfin voilà, c'est le phare dans la nuit, hein. Et puis autour de cette oasis de Pika dépendent différentes petites fermes de vaporateurs qui sont disséminés sur un certain territoire, etc. Donc il y a cet aspect isolement, et en même temps on va se retrouver en communauté autour de ce lieu commun qui est la concession de Danar, et on voit bien ce côté ultra communautaire, ultra soudé. Les colons vont s'entraider au maximum, ils vont aller jusqu'à créer, spoiler sans l'être, le tocsin des colons, où en fait chacun va avoir une espèce d'alarme géante chez soi et tu l'actionnes quand les Tusken arrivent. Donc t'as toute la communauté qui rapplique avec ses landspeeders, ses fusils, c'est limite le char d'assaut. Enfin voilà, c'est le côté on défend les nôtres face aux envahisseurs, en oubliant quand même que l'envahisseur à la base... donc c'est vrai que comme tu disais Céline, on a un beau parallèle quand même sur la conquête de l'Ouest américaine, où voilà, les colons face comment aux Tusken, qui font effectivement énormément passer aux Amérindiens. Et je pense que les showrunners de Boba Fett sont aussi appuyés sur le roman Kenobi, parce que la manière dont sont dépeints les Tusken dans la série, c'est quand même très 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 proche de comment ils sont dépeints dans le bouquin. Donc c'est une trop grosse coïncidence. Ils ont dû capitaliser sur ce qu'avait fait John Jackson Miller. Voilà. Après, voilà, sans être trop spoiler, bon, alors le côté romance...
Pas vraiment, hein, si vous attendiez un truc à la Satine et Obi-Wan, clairement pas. Mais par contre, il y a des jeux de relations assez intéressants. Ben va nouer des relations avec différents personnages, avec un personnage en particulier, hein, la gérante justement de la concession de Danar, voilà, qui peut, voilà, si on cligne un peu des yeux, en regardant bien, peut-être frôler un peu la romance. Oh bah si, il y a quand même quelque chose, un peu, mais... Enfin bon, voilà quoi. Ah, moi, quand tu me vends de la romance, je veux dire, c'est pas un truc, tu sais, un petit clin d'œil échangé qui pourrait peut-être... Non, enfin, c'est pas de la romance pour moi. Ça, avec Satine, il se passe pas grand-chose non plus. Hein. Non, mais tu sens qu'il y a un passif, tu vois, là, il y a le... à chaque fois, si vous me l'aviez dit, j'aurais quitté l'ordre Jedi. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a des trucs puissants. Là, il y a rien, je veux dire, t'as un regard en coin, tu vois, c'est pas pareil. Satine, c'est du non-dit, tu sens qu'il y a quelque chose, mais là, il y a... Bon, bref, je vais pas non plus trop spoiler. Ce qui est vraiment intéressant, enfin, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est ce côté, on met un peu, justement, de côté Kenobi. C'est un prête-nom, en fait, hein, pour faire vendre le roman. Et, non mais oui, excuse-moi, il est là dans genre un tiers ou la moitié du roman. Tout le reste du temps, c'est pas lui, c'est Annie Lin qui est le personnage principal. C'est surtout sa vie à elle qu'on va suivre. Oui, bien sûr, c'est Annie Lin, le personnage central. Enfin, comme tu dis, c'est la concession de Danar, Annie Lin et finalement son entourage proche, la colonie qui est proche d'elle. T'as raison, hein. Mais il est aussi dans cet entourage. Oui, mais c'est un satellite assez lointain, quoi. Tu vois, c'est quand même toute l'histoire tourne beaucoup autour d'Annie Lin. Sans Annie Lin, ça tient pas debout. Hein. Y a rien, quoi. Enfin, je veux dire. Et du coup, c'est ça qui était intéressant, c'est de se plonger dans ce quotidien, en fait, comme tu décrivais, de gens dans un milieu hostile, dans un milieu rude, dans un milieu qui ne pardonne pas, que ça soit par les éléments ou par effectivement la faune ou les autochtones. Et puis il y a ce côté, voilà, moi j'ai beaucoup ri à un moment donné au tout début là quand elle menace son fils avec un taser à Banta parce que il est allé faire des conneries avec les voisins, tu vois, c'est un truc, ça parle à toutes les mères, tu vois, vraiment. Alors j'irai pas jusqu'à taser mon gamin, hein, appelez pas la DAS non plus, mais voilà, ce côté être tellement en pétard que t'étais prête à taser la gueule de ton gamin. Voilà, il y a plein de petites tranches de vie comme ça où en fait on se sent beaucoup plus proche des personnages parce qu'ils ont des préoccupations qui ressemblent plus à les nôtres, qui ressemblent plus aux nôtres, à les nôtres, excusez-moi, il est tard. J'ai très honte. Non mais je suis d'accord avec toi, c'est que Annie Lin elle est plutôt bien décrite et ça fait du bien en fait parce que une mère de famille dans Star Wars on n'a pas tant que ça. Il y en a un dans petit le canon peu, on en a plus, hein. Franchement, voilà. Non, on avait effectivement dans le Légende avec Leia et Mara. C'est vrai qu'à l'époque où on les a lus, on était ados, leurs préoccupations de mère nous parlaient pas forcément. Aujourd'hui, avec le recul, toutes les histoires de séparation, parce que Leia comme Mara, elles sont obligées de confier leurs enfants à d'autres personnes pour les mettre en sécurité. Donc ça pose tout le problème de la séparation, du déchirement, etc. Donc plein de choses qui vont parler aux parents, qui vont parler aux mères, etc. Qu'on va pas retrouver dans le canon. Dans le canon, les mères, elles sont un personnage, on va dire, un peu secondaire. J'avais promis que je parlerais plus de la Haute République, donc j'irai rien. Alors, attends, je mets un bémol quand même, parce que moi, j'ai pas lu ni Leia, ni la trilogie de Padmé. Donc peut-être que... je crois que dans Leia, il y a quand même une relation avec Brea qui est assez intéressante. Dans Leia, princesse d'Alderaan. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il y a assez peu de... Ouais. Il y a quand même des choses dans le canon, dans ce qu'on appelle. Mais autant centrer vraiment le livre sur une mère de famille d'adolescent, je pense que je l'ai jamais vu dans Star Wars. Et c'est pour ça que je pense que ça nous a touchés aussi. Oui, bien sûr. Un roman qui nous a plu parce que les interrogations d'Annie Lin sur l'éducation, sur comment
pourvoir à la vie de ses enfants, c'est quelque chose par lequel on passe, on est passé, etc. Donc ça la rend vraiment plus proche de nous, ça la rend plus humaine. C'est pas une Jedi, c'est pas une politique, c'est vraiment c'est Madame tout le monde quoi. Comme dans toute la concession. Alors il y en a qui sont un peu plus haut dans les échelons parce que ils ont un peu plus de pouvoir, machin, tout ça. Il y a Ringgold qui pourrait être le maire. C'est vrai qu'on commence à parler des personnages sans parler un peu de l'histoire, mais l'histoire elle est là en fait. C'est centré sur les personnages. L'histoire d'Annie Lynn, donc à partir de là, on va virer quand même un peu plus spoiler. Donc si vous avez pas lu le roman, voilà, vous êtes prévenus. Mais donc Annie Lynn, c'est elle qui tient la concession de Danar. Danar, c'était son mari, elle est veuve, et Danar avait créé cette concession en partie en cheville avec son pote ami d'enfance, Orin Galt. Orin Galt qui a des enfants de l'âge à peu près de ceux d'Annie Lynn, ils sont très en cheville, ils sont très potes, voilà, ils sont hyper complices. Et puis Orin, c'est lui qui est à l'origine du toxin, enfin de l'idée du toxin des colons, donc ce qui semble une excellente idée, mais on sent quand même que ce gars-là, c'est quand même de l'eau qui dort, hein. Il y a des choses un peu il fait des conneries, quoi, déjà. Voilà, il fait des conneries. Et le toxin, juste pour redire, donc c'est l'alarme. Je sais pas si on l'a dit. C'est si on avait dit, c'est l'alarme pour se défendre contre les Tusken. On est dans ce truc du justement les colons versus les Tusken. Les colons prennent les Tusken pour des animaux. Hein. On pourrait entendre tout à fait Anakin. Hein. Ce sont des animaux. Je les ai égorgés comme des animaux. Alors que les Tusken, eux, voient les colons comme des envahisseurs. Donc, on est vraiment dans c'est copier-coller de l'histoire américaine, très très clairement. Mais ça apporte des choses assez intéressantes parce qu'au milieu de tout ça, on va avoir Obi-Wan. Obi-Wan, c'est un Jedi. Obi-Wan, il voit le bon partout, il se mêle de tout. Enfin, même si là, il essaye un peu d'être en retrait. Mais lui, il va parlementer avec les Tusken. Il va réussir, en fait, à insuffler un petit peu d'humanité, d'essayer de montrer, en fait, aux colons que les Tusken, ils étaient là avant, en fait. Et qu'ils font que défendre leur territoire. Et que en fait à chaque fois c'est l'escalade en fait et qu'il y a personne qui est capable de s'arrêter. Et c'est là où on va retrouver effectivement, ça va rejoindre beaucoup The Book of Boba Fett qui avait énormément humanisé les Tusken, donc on voyait finalement que comme les pillards sanguinaires, on les avait vus qu'au travers des yeux des colons de Tatooine, que ce soit les Lars, que ce soit les Skywalker aussi. Voilà, on a une autre vision qui est assez intéressante aussi. Ouais, maintenant qui amène en plus à un petit point. Alors là, on est complètement dans le spoiler, mais voilà, il y a des ponts en fait avec différentes choses du légende. On reste dans le légende. Donc bien évidemment, alors sans être dans le légende, il y a des ponts avec la trilogie originale. Parce que Mos Eisley, Tatooine, les Dewback, les Hutt, machin, tout ça, j'en passe, etc. Il y a des liens avec la prélogie, puisque effectivement, par exemple, les colons sont au courant de ce qui s'est passé pour Shmi Skywalker, voilà, les Lars, les Skywalker étaient connus, etc. Et puis il y a des ponts aussi avec d'autres publications du Légende, notamment avec la série Legacy, puisque on nous parle, et puis de République, puisque on nous parle de Sharad Hett. On nous parle pas d'Asharad Hett, son fils, c'est lui qu'on va voir dans la série Legacy, mais il y a un flashback dans Legacy justement qui lie Obi-Wan à Sharad Hett. Voilà. Donc voilà, c'est des petits ponts comme ça qui sont assez sympas à découvrir. Ça met vraiment, ça ancre le roman dans un univers, malgré le fait qu'on s'intéresse à des personnages en fait qu'on connaissait pas ni d'Ève ni d'Adam auparavant. Alors, j'en profite parce que du coup, moi j'avais été voir la fiche de Asharad Hett, parce que je connaissais pas tellement sur ce qui s'était passé dans la prélogie, et je trouve très fort, c'est que en fait c'est
ils te disent que, en gros, ils se disputent avec Anakin parce que Anakin en veut au Tusken, ok? Et ils te disent, honteux, Anakin avouait ce qui s'était passé sur Tatooine. Pour calmer le jeune homme, Asharad retira ses habits de Tusken ainsi que les peintures qu'il portait sur le visage pour n'être plus qu'un Jedi. Mais, alors, c'est pas possible. Anakin, il a pas dû raconter tout quand même. Je veux dire, alors, on est d'accord que je me souviens avoir lu le roman. Le tort n'est pas du côté Tusken quand même. Enfin, non, oui, non. Ok, ce qu'ils ont fait à Shmi, c'était pas cool, mais enfin, il y a un mort face à tout un village. Enfin, au niveau de la balance, il y a quand même. Je suis pas retournée voir la fiche. De mémoire, c'était dans le roman Jedi Trial, que j'ai lu il y a genre 20 ans. Donc j'ai un petit peu beaucoup oublié ce qui s'était passé dedans. Surtout qu'il était pas, voilà, il cassait pas trois pattes à un Mynock. Je crois que c'est celui-là. Ben, je crois, ouais. Sinon, j'avais pas mieux comme un... Ah si, pourtant j'étais persuadée que c'était Jedi Trial. Ça me fatigue, je retrouve pas. Bref, en fait, dans l'idée, Sharad Hett était en partie Tusken de mémoire, mais Jedi aussi. Il a eu un fils à Sharad Hett, pareil, élevé dans la tradition de Jedi et Tusken. Et après la guerre des clones, en fait, à Sharad, donc Sharad il est mort pendant la guerre des clones de mémoire. Asharad lui s'est échappé sur Tatooine et puis il lui est arrivé des trucs. Par la suite, je spoil pas parce qu'après c'est Legacy qui va tout raconter via des flashbacks et pas des flashbacks d'ailleurs. Donc et comme j'ai l'intention de faire une petite émission sur Legacy, je tease, mais j'en dis pas trop. Yes. Voilà. Bon, on saura pas cette histoire de la dispute avec Anakin. On vous le mettra dans les commentaires si on résout cette histoire. Faudra que je retrouve le roman. Je vois lequel c'est. Je l'ai dans ma bibliothèque. Je vois la couverture, mais alors le nom, ça m'est complètement sorti de la tête. C'est pas grave. Hein. Après, c'est pas grave, c'était un hors-sujet. Oui, complètement. Mais on fait beaucoup de hors-sujet. Hein. C'est toujours. Mais en même temps, sur ce roman-là, ça s'y prête parce que finalement, c'est très difficile de. Il y a pas. C'est pas qu'il n'y a pas une histoire, c'est que on est vraiment, j'insiste là-dessus, on est sur de la tranche de vie. Voilà, il s'est passé ça sur Tatooine à ce moment-là. Mais il n'y a pas vraiment d'enjeu. C'est pour ça que quand j'ai lu après qu'il avait été teasé comme étant un roman à enjeu et tout. Non. Bah, en fait, le seul enjeu, c'est que Obi-Wan se fasse pas découvrir en tant que Jedi. Voilà. La romance. Je vous renvoie vers des fanfictions, hein. Clairement, vous allez sur Archive of Our Own, vous tapez Obitin pour tout ce qui est Obi-Wan et Satine, vous allez trouver des choses vachement plus intéressantes, vachement plus romance. Vous allez aussi sur les, si vous lisez en français, alors c'est plutôt Wattpad, fanfiction.net aussi doit avoir des trucs en français. Sinon il y a le forum de Star Wars Universe où il y a énormément de fanfiction en cours, fini, etc. Alors je saurais pas vous dire s'il y en a forcément romance, Obi-Wan, etc. Mais en tout cas ça vaut le coup de fouiller parce qu'il y a des choses vraiment très très sympas dessus. Voilà, et puis bon, le côté western, hein, je pense qu'on a dit en long, en large, en travers, hein, de toute façon, une planète désertique, ça se prête, enfin, désert de sable, ça se prête vachement au côté western, de toute manière. Après, personnellement, alors c'est pas un roman que j'ai adoré, voilà, que je vais relire 15 fois, etc. Mais je l'ai trouvé quand même vachement plaisant. Et c'est pas que parce qu'il est lu par Bruno Choël, je précise pour les mauvaises langues, même si voilà, ça participe quand même au plaisir auditif. Voilà, c'est plaisant, c'est sympathique, c'est pas indispensable, clairement, parce que ça apporte rien au reste de l'histoire. Sinon, le plaisir, voilà, de découvrir un peu de la vie d'Obi-Wan sur Tatooine, etc. Voilà, plaisant. Ouais, c'est du Legend sans être complètement incohérent avec le canon. Enfin, il y a pas grand chose qui pourrait être mis en défaut par rapport à ça. Et après, c'est vrai que voilà, c'est une petite histoire sympathique.
un petit western sur Tatooine avec pour personnage Obi-Wan, et puis voilà, cette petite concession. On a des petites allusions quand même à Lars, à Luke, mais on sent que Obi-Wan, il veut rester lointain. Il y a aussi quand même des petites réflexions sur le fait qu'il ait quitté l'ordre Jedi, que du coup c'est assez dur pour lui de ne plus avoir sa communauté, de ne plus avoir ses frères de sang. Voilà, il parle de sa famille des fois. On sent bien qu'il est en train de parler de Anakin. Donc là-dessus, ça fait le jeu de cette réflexion intérieure quand même d'Obi-Wan post prélogie, quoi. Oui, il m'a fait penser un peu à tu sais, ces militaires démobilisés. En fait, tout d'un coup, ils retournent à la vie civile et ils sont pas forcément équipés pour. Surtout quand ils ont vécu des choses absolument horribles, etc. Donc là, on a en fait, c'est le roman, il appuie beaucoup là-dessus. Il y a cette espèce de dichotomie entre finalement le stress post-traumatique d'Obi-Wan, hein, parce que on est quand même un peu là-dedans, un peu beaucoup même, dont il peut pas parler parce que s'il en parle, il va se révéler, il va révéler qui il est, son identité réelle, hein, un Jedi. Et on sait que les Jedi, ils sont pas très bien vus, quoi. Ils sont un peu traqués, etc. Ils sont toujours traqués, ouais. Voilà, parce que le roman, alors c'est peut-être un truc qu'on n'a pas forcément bien appuyé dessus, mais ça se passe quasi directement après la revanche des Sith, puisque au tout début, Obi-Wan porte un paquet emballé dans un linge, qu'on devine être Luke qui va remettre aux Lars. Les Lars qui vont avoir d'ailleurs la même attitude envers lui que dans la série, c'est-à-dire ce côté... Voilà, plus t'es loin, mieux c'est. Gentil, mais casse-toi, hein. Voilà. Tu vas nous attirer des ennuis, quoi. C'est ça. Et puis voilà. Et puis il y a, pour en revenir à ce côté fossé entre Obi-Wan et les autres, il y a aussi ce côté où dans la bordure extérieure, en fait, ils sont tellement éloignés de tout que Empire, République, tout ça, ça leur passe royalement au-dessus de la tête. Parce que de toute façon, Tatooine, c'est le secteur des Hutt. Il n'y avait pas de présence de la République. À cette époque-là, il n'y a pas de présence de l'Empire. Il y en aura plus tard, hein, puisqu'on voit l'Empire sur Tatooine dans Un Nouvel Espoir. Mais voilà, je vais pas dire qu'ils sont déconnectés de tout, parce que c'est pas ça. Mais c'est lointain pour eux. C'est très lointain. C'est tellement lointain que ces jeux de pouvoir, cette bascule de gouvernement, pour eux, c'est... ça se passe à Coruscant, on n'est même pas rattaché à ce qu'était la République, on s'en tape, quoi. C'est pas nos oignons, on n'est pas concernés. Voilà, et c'est assez marrant. Non, c'est assez intéressant en fait de voir vraiment ce fossé, ce grand écart qu'il y a entre ce Jedi qui essaye de refaire sa vie, mais qui se rend compte en fait qu'il a sa vie passée est beaucoup trop différente de la vie des gens chez qui il atterrit, en fait. Oui. Et inversement, les Hutt, ils sont présents aussi, donc on est bien dans cette ambiance, en effet, de Tatooine en tant que cartel des Hutt, comme on a pu le voir dans l'épisode 1, en fait, au final. Tout à fait, ou même encore dans le Retour du Jedi, puisque Jabba contrôle toujours... ce territoire-là, hein. C'est redit après dans Book of Boba Fett, etc. Il y avait un petit peu plus l'Empire, je veux dire, dans la période trilogie originale, mais t'as raison, les Hutt avaient pas disparu du tout, pour autant. Oui, puis après, au final, on sait pas si la présence impériale sur Tatooine, elle est antérieure à l'arrivée du vaisseau de Leia. Ça se trouve, l'Empire qu'on voit dans Un Nouvel Espoir, c'est la 501 de Vador qui a été lâchée depuis le Star Destroyer, mais qu'avant eux, il y avait aucun impérial à patrouiller dans les rues. Hein. Ah bah très clairement, en fait. Tous ceux qu'on voit, ils sont en train de rechercher les droïdes, donc c'est très très possible que ce soit une présence impériale pour sur le pour moment. Ça, Après, on voit les casques quand même.
sacrifié dans The Mandalorian. Donc on peut supposer qu'il y avait encore une présence impériale au moment de la chute de l'Empire. Tout à fait, mais ils ont pu arriver. Vador, par exemple, a pu dire, bah tiens, on va en profiter, on envahit Tatooine, etc. Et puis on les laisse. Ou alors, voilà, il en a laissé quelques-uns et la pègre locale a pas apprécié et la pauvre squad de Stormtrooper. Bon, bref, on va pas refaire l'histoire de Tatooine à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus sur ce roman? Je crois, Céline, tu voulais parler un peu de la fin, toi qui t'as laissé un peu un petit goût amer. Ouais, alors là, on spoil complet, hein. Donc à la fin, finalement, Anilyn se rend compte que Orin est en train de tous les arnaquer parce qu'il avait contracté des prêts auprès des Hutt. Alors je trouve ça intéressant hein, parce que ça remet en valeur le fait que c'est l'eau qui est hyper importante puisque c'est pour ça qu'il fait un prêt, c'est pour l'évaporateur. Mais le fait que Obi-Wan la pousse en fait à faire des études, enfin il lui laisse pas vraiment le choix sur Alderaan, et je trouve à la fois bien parce que voilà il lui donne une porte de sortie, mais en même temps elle a pas trop choisi cette porte de sortie. Et puis il y a un côté, je trouve, dans le discours de Obi-Wan un peu condescendant, genre tu vaux mieux que la vie que t'as sur Tatooine, alors que voilà on sait qu'une vie dans des conditions très difficiles, enfin ça a pas moins de valeur que une vie d'universitaire. C'est là où on n'est pas d'accord, c'est que moi je trouve qu'au contraire, donc pour remettre dans le contexte, donc Orin avait demandé à Anilyn de l'épouser. Ça allait lui permettre d'avoir les mains sur le pactole d'Anilyn, puisqu'elle a, voilà, en gérant la concession avec l'héritage de son mari Danar, elle avait quand même une situation financière, je vais pas dire confortable, hein, faut pas déconner non plus, mais voilà. Non, mais la concession en elle-même voilà. Fait une garantie, quoi. Exactement. Et donc, Orin voulait mettre la main sur la concession parce que ça lui faisait en gros une hypothèque hein, par rapport à son prêt pour les Hutt. Enfin, voilà, c'est des machinations, des montages financiers, ça fait mal à la tête. Et du coup, en fait, quand il est démasqué, il vire un peu beaucoup violent. Enfin, je veux dire, Obi-Wan s'interpose, il va craindre pour la vie d'Anilyn, pour la vie de ses enfants, etc. Donc il va faire en sorte de les acheminer hors planète. Et pour ça, donc il fait jouer ses petites relations avec Organa, hein, forcément, pour effectivement réaliser ce qu'il pense être le rêve d'Anilyn, puisque Anilyn voulait être, alors c'est pas océanographe, c'est c'est dans la biologie animale, voilà. Elle avait de ce qu'on sait, des petits sous-entendus qu'il y a tout au long du roman, elle avait un grand potentiel pour faire des études, mais la vie a fait qu'elle est restée sur Tatooine, elle a épousé Danar, elle a eu 2 enfants, son mari est mort, elle est restée, elle a repris les rênes de la concession, et puis voilà, un peu ce fatalisme, j'ai envie de dire, de la mère qui s'efface pour le bien-être de ses enfants, parce que c'est les enfants qui passent d'abord, etc. Donc moi, à l'inverse de Céline, j'ai trouvé que c'était un beau geste de la part de Ben, parce que pour moi, c'était un coup de pied au cul. C'était de se dire, Anilyn, de toute façon, tu peux pas rester sur Tatooine, parce que sur Tatooine, tu seras en danger vis-à-vis des Hutt, vis-à-vis de Orin, etc. Tu peux pas rester là. Donc faut que tu partes. Faut que tu te réinventes. T'avais du potentiel, t'as des regrets par rapport à ça, parce qu'il y a des scènes où elle retrouve son ancien datapad, qu'elle file à Ben d'ailleurs, avec ses cours de la fac, grosso modo, avant qu'elle puisse partir faire des études qu'elle ne fait pas, du coup. Et donc on sent qu'il y a un côté regret, et je pense que Obi-Wan il a senti un genre de potentiel pas accompli. Les Jedi ils aiment pas le vide, hein, c'est comme la nature, ils aiment pas les potentiels pas accomplis. Et du coup voilà, je pense que c'était plus dans l'optique Anilyn, c'est pas parce que t'as la quarantaine, 2 ados et que t'es veuve que tu peux plus rien faire de ta vie. Et que les études, en gros, ça peut se reprendre à
à n'importe quel âge. Alors peut-être que moi, je dis des trucs parce que j'ai repris des études à n'importe quel âge, justement, et que ça me parle, et que, voilà, moi, je me suis mis le pied au cul toute seule, mais Amélie, elle avait besoin peut-être d'un coup de pied au cul, etc. Moi, j'y ai pas vu de condescendance, justement, j'ai vu un potentiel, une chance offerte, plus que ce côté ouais, en fait, ta vie sur Tatooine, ça vaut pas grand-chose, va sur Alderaan, là tu seras quelqu'un, quoi. C'était pas... Mais comme quoi, on peut avoir des interprétations très différentes d'une même scène, hein. Et puis tu vois, toi, tu l'interprètes comme il la met comment, à l'abri par rapport à Orin, au Hutt et tout. Mais moi, j'avais le sentiment aussi que c'était t'en sais trop aussi sur moi, donc on va éviter d'abord l'écueil de l'amour, et puis on va éviter que tu révèles trop de choses sur moi. Oui, il y a un côté protection, effectivement, puisque Annelien est la seule personne de tout le roman assez intelligente pour additionner 1 plus 1 et comprendre que Ben est un Jedi. Parce qu'à un moment donné, quand tu vois des lames de lumière, t'as beau être sur la bordure, bordure ça veut pas dire plouc, ça veut pas dire attardé. Je pense que tu peux un peu associer, il y a des trucs étranges, des trucs qui volent tout seuls, machin, puis bon... Les gars, je veux bien croire que le soleil y cogne, mais et puis derrière, vous abusez un petit peu de la liqueur de je sais pas trop quoi, mais des fois, c'est quand même, tu sais, limite, il y a l'écriteau qui flash, he's a Jedi, he's a Jedi. Tu vois, donc c'est la seule à avoir inventé son secret. Alors, le secret de son identité, parce qu'elle est pas au courant pour Luke, etc. Et c'est vrai que Obi-Wan fait d'une pierre 3 coups, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, 1, il l'aide réellement. 2, il se débarrasse de quelqu'un qui a des sentiments pour lui et ça lui évite effectivement de revisiter ses principes à lui, parce qu'il est très attaché à ses principes de l'ordre Jedi. C'est un peu comme s'il est pas un Jedi, s'il vit pas par les principes de l'ordre Jedi, il est plus rien, en fait. Il a plus de béquilles, voilà. Donc il faut qu'il garde même s'il y a plus d'ordre Jedi, même s'il peut plus s'appeler Jedi, il faut qu'il garde cette espèce de carcan, parce que sans ça, en fait, il s'écroule. Et puis, parce qu'aussi, il faut qu'il sauvegarde son identité, en fait, qui est le plus important, parce que si on fait le lien avec Ben Kenobi, on risque de faire le lien avec le petit Luke, quoi. Mais je pense qu'il y a aussi le fait qu'il s'accroche à ses principes de Jedi, parce que c'est quelque part, il s'accroche à son identité de Jedi qui est en train de voler un éclat. Mais je pense qu'il y a aussi le fait qu'il faut pas oublier qu'il était dans l'ordre Jedi au moment où l'ordre Jedi disait que, en gros, si tu tombais amoureux, tu tombais dans un côté obscur, et que c'est ce qui arrivait à son meilleur ami. Et c'est un raccourci forcément très très gros quand même, hein. Oui, mais je pense que quelque part, il s'interdit l'amour aussi parce que il pense toujours que ça peut mener au côté obscur quelque part. Faut leur donner des baffes. Voilà. Vous avez tort, après tout ce qu'on avait dit, justement quand on avait fait notre émission QC Live sur justement la chute de l'ordre Jedi. C'est une émission qui n'est qu'en audio. Désolée, on n'a pas la capture vidéo. Mais ça, vous pouvez l'écouter sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, attention, et Google Podcast, et puis aussi directement sur notre site internet www.geek-squadron.net. Si vous avez envie de voir la vidéo, elle est quand même sur la chaîne de Génération Star Wars et Science-Fiction. Oui, c'est vrai. Normalement, je l'ai rajouté dans notre playlist convention. Ah. Voilà. T'es fort. Faut fouiller un petit peu, mais... Ouais. On s'était bien amusé d'ailleurs. Donc encore merci à Génération Star Wars et Science-Fiction de nous avoir invités sur ce coup-là, parce que c'était vachement fun. Voilà. Après, on n'avait pas grand-chose à dire sur ce roman, mais on a déjà presque 45 minutes d'enregistrement. J'ai envie de te dire, on va peut-être s'arrêter là, parce que c'est pas mal. On va finir par faire un enregistrement plus long que le de Lyon. C'est pas vrai, parce qu'il fait 14 heures. Non. Hein. Faut prévoir quand même ces 14 heures de lecture audio. Il y a de la matière, hein, franchement. Oui, il y a de la matière. Hein, Vous en avez pour... par rapport à une chanson que vous allez acheter 1€ qui dure 3 minutes, vous en avez pour votre argent, avec vos 10 euros l'audiobook. Hein.
Non, puis c'est bien réalisé d'un point de vue montage sonore. Voilà, la voix de Bruno Sauel, très agréable à écouter sur un livre, parce que bon, c'est pas évident non plus de capter l'intérêt de lire un livre de manière quand même intéressante et pas monocorde. Donc non, vraiment très sympa. Moi, j'ai pas regretté de l'avoir écouté. Il m'a fallu du temps parce que voilà, les audiolivres c'est pas tout à fait mon truc. J'aime pas pouvoir revenir facilement en arrière quand je reprends un chapitre et que je sais plus ce qui s'est passé avant. C'est le côté je trouve pas hyper pratique, mais voilà. Non, c'était sympa. Voilà, encore une fois, c'est pas un indispensable, mais si vous avez 14 heures à perdre, vous voulez, enfin c'est pas perdu en fait, non, c'est plaisant, j'en reviens à ça, plaisant. Ouais, voilà. Même avis que toi. Moi, j'ai bien aimé ma lecture, je ne regrette pas d'avoir dépensé un crédit pour ce livre. Pareil. Peut-être que je le réécouterai à l'occasion. J'en ai trop dans la liste entre la pile de lecture, enfin la pile à lire et la playlist. La pile à écouter. Voilà, c'est ça, hein, parce que on a parlé de Battle of Jeddah, donc ça c'est dans ma playlist. J'ai aussi l'audiodrama de Dr Aphra. Si, ça c'est une émission prochaine. Je suis en train d'écouter l'audiodrama de Dark Empire, l'Empire des Ténèbres. Donc ça c'est un inédit en français. Faut s'accrocher un peu, mais c'est vachement sympa. Ça suit ça suit la BD en fait, mais en rajoutant des scènes, ça va un peu plus loin. Enfin voilà, c'est plutôt cool. Et en plus, on a un des originaux casting puisqu'on a Billy Dee Williams qui reprend son rôle de Lando. Ça c'est sympa à écouter. Voilà, c'est fun. Je vous en parlerai bientôt. Là, j'ai presque fini. Donc en anglais, c'est Dark Empire 1, Dark Empire 2 et après Empire's End. Donc j'ai quasiment fini Dark Empire 2 et puis il me restera Empire's End pour tout boucler et ensuite vous faire un super retour sur ce truc. Voilà, un rescapé des années 90. Yes. Mais on a pas mal de projets, donc suivez bien la chaîne, abonnez-vous sur YouTube ou sur les podcasts, hein, puisque là je pense qu'on est bien motivé à remettre d'aplomb nos podcasts. Le site internet qui était un peu en friche. Voilà, donc sur le flux RSS, il va y avoir pas mal de choses à débouler dans les prochaines semaines. Et puis on espère pouvoir réussir à reprendre des émissions plus régulièrement. Alors on s'excuse de pas en faire plus souvent, mais entre le boulot, les enfants, le machin, le truc, parfois c'est un peu compliqué. Voilà. Eh ben écoutez, si on n'a pas parlé des réseaux sociaux, on est toujours sur Twitter, TweetX, enfin je sais pas trop comment il faut l'appeler maintenant, mais on est toujours sur Twitter, on est toujours sur Facebook, on est toujours plus ou moins sur Instagram, mais ça n'a jamais été une plateforme où on a été très très réactive quand même. Oh bah écoute, je remets des petits trucs là. Ouais. Je remets les news dessus. J'ai désinstallé Insta, ça me saoule, donc du coup j'y vais plus, ça m'agace. Mais Twitter, il y a pas de problème. Vous pouvez me trouver aussi sur Twitter. Le username c'est Eris1. Voilà, tout simplement, faut pas chercher plus loin. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je te laisse le mot de la fin, Céline. Bah, on se retrouve bientôt. Je sais pas trop dans quel ordre vont sortir les émissions, mais voilà. C'est juste pour dire qu'en ce moment, on a plein de projets. Le plus dur, c'est de caser les soirées. Et après, ça va être de faire les montages pour que ce soit en Ouais, en gros, il nous faut des journées de 48 heures si on veut faire tout ce qu'on a à faire, parce que des projets, on en a, voilà, jusque-là. Plein la tête. Voilà. Et ben, sur ce, on vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée, suivant l'heure à laquelle vous nous écoutez, hein. Il y a pas d'heure pour écouter le Geek Squadron. Et puis à très bientôt pour un des nombreux projets dont on vous a parlé aujourd'hui. Ça marche. Ciao tout le monde. À bientôt. Salut les geeks. À bientôt et que la force soit avec vous.